je pensais pas être concernée au départ, mais j'étais là: c'est intéressant ce que vous dites» et ça commençait à me faire réfléchir et j'avais l'impression que quelque chose commençait à se développer à l'intérieur de moi. Certains jours, c'était pas, forcément très pressant, mais jusqu'à un certain point, il y a quelques mois où j'étais en train de me demander pourquoi j'avais ce sentiment de tristesse quand, je voyais par exemple les rayons hommes des vêtements, des magasins de vêtements et je me disais: «Mais tiens, il y a quelque chose qui m'attire là-bas» et pourtant j'arrivais pas à mettre, le doigt dessus vraiment. Alors que j'étais là pour acheter des vêtements du rayon femmes et j'avais l'impression que ce jour-là, par exemple, ça me faisait pas autant de bien que d'habitude et je me dis: «Mais c'est bizarre, qu'est-ce qui va pas?» et après j'ai compris. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want. Salut, c'est Vivant la nuit. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier pour moi parce qu'il touche à des thématiques que j'ai du mal à saisir et à intégrer malgré tous les efforts que je fais pour me renseigner dessus. On va parler d'identité de genre et notamment de non-binarité. Alors évidemment, quand je dis que j'ai du mal à saisir, ça n'enlève rien au fait que j'accepte totalement les personnes qui vivent ce type de prise de conscience et que je les encourage même à faire entendre leur voix, c'est bien pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'aime comprendre, j'aime décortiquer les choses, alors pour ça, quoi de mieux que d'en faire un podcast ? Je reçois aujourd'hui Aurélie qui m'explique son point de vue et ses connaissances sur l'identité de genre, ses prises de conscience et ses réflexions parfois toujours en cours. C'est un sujet qui pour beaucoup peut être un peu épineux, alors je précise sur ses conseils d'ailleurs qu'il s'agit de son discours, qui n'engage qu'elle, et qu'elle ne se positionne en aucun cas en sachante supérieure à qui ou à quoi que ce soit, voit-le plutôt comme de la générosité, du partage d'expériences et de réflexions. Je te laisse avec Aurélie. Guides me with a sign and lie to me. It ain't over. It ain't over. Salut Aurélie. Salut. Alors avant tout, pour les personnes, entre guillemets, profanes qui nous écoutent, j'aimerais qu'on fasse un petit point def et que tu nous donnes ta définition du coup de binaire, de non-binaire et de cisgenre. Oui, bien sûr, petit point définition avant de commencer. Donc binaire, les 2 genres binaires, ce sont les 2 genres prédominants dans la société, c'est-à-dire hommes et femmes et qui ensuite, sont associés à tout un tas de choses et tout un tas de règles et de codes, dans notre société qui est très genrée. Ce sont les 2 genres qu'on attribue à la naissance aux enfants selon les organes génitaux qu'ils ont, donc hommes ou femmes. Hem, Non binaire, c'est tout ce qui est en dehors de ça ou pas exclusivement, hem, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on peut être d'un genre complètement différent, donc qui n'est ni homme ni femme. On peut ne pas avoir de genre, être agenre. On peut avoir un genre qui se situe au milieu des 2, donc quelque chose de neutre, d'androgyne. On peut avoir plusieurs genres. On peut être homme et femme à la fois. On peut être homme et autre chose, femme et autre chose. On peut être, avoir une fluidité de genre, donc un genre qui change selon les moments, selon les jours. Non binaire, en fait, c'est un peu le terme parapluie qui va regrouper toutes les identités de genre qui ne sont pas uniquement hommes ou uniquement femmes. Et cisgenre, c'est quand on, justement, s'identifie au genre nous a attribué à la naissance. C'est-à-dire que si on t'a, assigné fille à la naissance et que tu te définis comme femme, tu es cisgenre. Si on t'a attribué le genre garçon à la naissance et que tu es un homme, tu es cisgenre. Mais si tu es, par exemple, attribué femme à la naissance comme moi, mais que tu t'identifies pas complètement, à la féminité et au genre femme, tu peux te dire non binaire. Hem Et si, par exemple, tu peux aussi vouloir te dire transgenre, parce que les personnes non binaires, certaines, s'identifient bien avec le terme transgenre. Et on peut être transgenre non binaire ou binaire, c'est-à-dire une femme trans ou un homme trans si on est trans binaire et sinon, on peut être transgenre et non binaire. Ok, ça me paraît à peu près clair pour tout le monde, je pense en tout cas. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton genre à toi du coup? De à quel genre est-ce que tu t'identifies ou est-ce que déjà tu t'identifies à un genre? Alors pour mon identité de genre, je suis genderqueer, et je suis lesbienne aussi. Alors, ma définition de genderqueer qui peut être totalement différente pour quelqu'un d'autre qui, s'attribue aussi le terme genderqueer, c'est juste ma définition, la façon dont je le perçois. C'est qu'en fait, j'ai une expérience pas tout à fait normative, de mon genre. C'est-à-dire que je suis une femme quasiment tout le temps. Cependant,
il y a certains jours où j'ai un autre genre, qui est en association avec le genre femme ou en alternance, ça dépend un peu des jours, qui est un genre qui tendrait plutôt vers le masculin, mais c'est pas le genre homme. J'espère que ça sera clair pour, les personnes qui nous écoutent, parce que c'est pas forcément évident de définir comment on se sent, à des personnes qui n'ont aucune connaissance de la non-binarité, qui ne savent pas ce que c'est. Mais pour moi, le deuxième genre que j'ai, c'est un genre que je vais définir comme boy, mais B-O-I, et pas boy, B-O-Y, comme le garçon en anglais. Parce que c'est un genre qui tend plutôt vers le masculin, une identité masculine, mais pas homme, binaire. Hem, ouais, je dirais un genre qui tend vers le masculin. Comme je disais, en alternance ou en simultané avec le genre femme. Je pense pas qu'il y a aucun moment où je suis jamais, attachée un peu au genre femme. Mais voilà, du coup, moi, c'est ma définition. Je ne suis pas gender fluid, donc j'ai pas de fluidité de genre parce que moi, ça ne change pas complètement. J'ai pas, des jours où je suis le boy BOI et des jours où je suis femme. C'est toujours un peu il y a toujours le en f au moins en fond, le genre femme. Donc pour moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir une expérience justement non normative du genre femme. Donc qui n'est pas, tout à fait binaire et qui n'est pas tout à fait, codée comme celle qu'on nous a appris depuis qu'on est enfant. Et du coup, là, c'est intéressant. Comment est-ce que tu as su que tu t'identifiais à ce terme-là? Comment je l'ai su? En fait, c'est avec par exemple, une petite dysphorie sociale que j'avais, que j'ai eu du mal à identifier au début, parce que des fois, on me disait: «Oui, tu es une femme, donc si», «Ah oui, donc tu es une femme comme ça», et il y a des jours où ça me dérangeait pas du tout et il y a des jours où j'étais là: Oui, mais en fait, pas seulement», parce que j'avais pas forcément envie d'être perçue uniquement comme ça et j'avais l'impression que pas que ça me limitait parce qu'être une femme pour moi, c'est pas limitant et c'est pas quelque chose de négatif ou quoi, mais j'avais l'impression qu'on me voyait pas en entier. Mmh. Et un jour, j'ai compris que, ah bah oui, si je ne veux pas, qu'on s'adresse à moi comme ça, C'est qu'il y a quelque chose. complètement, c'est qu'il y a quelque chose. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est avec des discussions avec, 2 de mes ex qui sont du coup non binaires, l'un est non binaire et l'autre est un homme trans binaire, mais qui avaient aussi des questionnements de genre et en écoutant leur parcours, j'ai commencé à me questionner en me disant: «Ah tiens, je pensais pas être concernée au départ, mais j'étais là: c'est intéressant ce que vous dites» et ça commençait à me faire réfléchir et j'avais l'impression que quelque chose commençait à se développer à l'intérieur de moi. Certains jours, c'était pas, forcément très pressant, mais jusqu'à un certain point, il y a quelques mois où j'étais en train de me demander pourquoi j'avais ces sentiments de tristesse quand, je voyais par exemple les rayons hommes des vêtements, des magasins de vêtements et je me disais: «Mais tiens, il y a quelque chose qui m'attire là-bas» et pourtant j'arrivais pas à mettre, le doigt dessus vraiment. Alors que j'étais là pour acheter des vêtements du rayon femmes et j'avais l'impression que ce jour-là, par exemple, ça me faisait pas autant de bien que d'habitude et je me dis: «Mais c'est bizarre, qu'est-ce qui va pas?» Et après j'ai compris et aussi en particulier un de mes amis, qui lui aussi est non binaire, heu, se définit non binaire trans masculin, donc pas un homme trans, mais une personne non binaire et c'est avec des discussions avec lui que quand on a commencé à questionner notre identité de genre tous les 2 ensemble et qu'on a vraiment commencé à partager tout ça, que qu'on s'est un peu aidés mutuellement, je pense, à comprendre qui on était et c'était vraiment de très belles discussions et en fait, c'est simplement, voilà, en étant exposée à d'autres identités de genre et questionnements, que j'ai commencé à comprendre les sentiments que j'avais en moi. Parce qu'ils étaient là de toute façon, même si j'avais jamais été exposée à ça, j'aurais quand même, eu ces sentiments-là, mais j'avais au moins, pu avoir accès à ces discussions et pouvoir enfin nommer ça. Et du coup, est-ce que tu as fait un coming out auprès de ton entourage et est-ce que tu leur en as parlé? Comment est-ce qu'ils ont, réagi? Est-ce que ça a été une révélation pour eux? Alors, pour mon coming out non binaire, en fait, je l'ai pas fait pour ma famille, pour une raison assez simple, c'est parce que même s'il y a toujours un inconfort pour moi, une petite dysphorie sociale par rapport au fait qu'on me verra sûrement toujours comme une femme, parce que j'ai pas d'intention de transitionner médicalement, hormonalement. Pour le moment, j'ai pas forcément envie de changer mes pronoms non plus, elle, ça me va très bien. Peut-être que ça changera dans le futur, peut-être que j'aurai envie d'alterner, avec d'autres pronoms, mais pour le moment, c'est pas le cas, ça va. Hem Et comme voilà, mon expression de genre va peut-être changer par moment parce que j'ai envie de me sentir un peu plus androgyne, un peu plus masculine par moment. En fait, en soi, dans la rue, j'ai aucune intention de passer, pour un autre genre
Donc, en fait, je serai toujours perçue comme une femme dans l'espace public et c'est un peu dérangeant, mais pas tant que ça. C'est un peu le moins pire finalement. Je pense que c'est un privilège que j'ai, de pas être trop dérangée par ça, de pas être hyper dysphorique au point de me dire: «Oh là là, je serai toujours perçue comme une femme et ça m'ennuie». L'importance pour moi, c'est que les personnes les plus proches de moi et qui me connaissent vraiment avec, toute mon identité queer, hem, me reconnaissent comme je suis. Le reste, c'est pas très, très grave parce que c'est pas des personnes qui seront forcément proches de moi. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça par rapport à ma famille, mais quand on a une famille catholique italienne, on n'a pas forcément envie, de se débattre avec ça. En tout cas, moi, c'est pas une urgence. C'est pas comme si je devais faire une transition, par exemple hormonale et où de toute façon les changements seraient visibles et à ce moment-là, on peut pas forcément rester silencieux à moins de couper les ponts complètement. En tout cas, c'est plus compliqué de le faire. Hem, Comme c'est pas une j'ai pas cette urgence-là, Ouais, et puis de ne pas l'avoir, c'est un privilège comme tu le disais, ouais. j'ai pas en voilà, j'ai ce privilège de pas forcément avoir à me débattre avec ça. Donc j'ai pas trouvé nécessaire de leur dire et de leur, expliquer tout ça. Je suis tout à fait partisane, de fournir de l'éducation à sa famille aussi, pour que justement la société avance de manière générale, donc éduquer ses proches, c'est très important. Hem, mais je l'ai pas fait pour eux et pour le moment, ça ne me dérange pas. En revanche, mes amis, les personnes qui sont les plus proches de ma vie et les nouvelles personnes que je rencontre et qui sont queer aussi, donc qui ont aussi une certaine, compréhension de la non-binarité, oui, ça je leur dis et jusqu'ici ça se passe très bien. J'ai pas de problème avec ça et de toute façon, si certaines personnes ont un problème avec ça et n'acceptent pas ça ou ne veulent pas le comprendre, ce ne sont tout simplement pas des personnes que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Donc, pour le moment, j'ai beaucoup de chance et ça va plutôt très bien. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette identification du coup que tu ressens, sur ta non-binarité, comment est-ce qu'elle se traduit au quotidien dans le concret? Comment est-ce que tu la vois? Alors tu parlais un peu tout à l'heure des magasins et cetera et des fringues notamment qui te faisaient des fois des déclics, mais est-ce que tu as d'autres exemples dans le concret, pardon? Alors oui, dans mon quotidien, comment ça se traduit? En fait, ça dépend des jours. C'est un petit sentiment. C'est déjà quelque chose que je sens quand je me réveille le matin. Je me dis: «Bon, ah tiens, aujourd'hui, c'est quoi la vibe?» Et ben, la vibe, elle est plutôt, vers le boy ou elle est plutôt vers, ouais, le genre femme. Aujourd'hui, bon, bah, voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Mais là où ça va se traduire, c'est que je sens mon comportement changer un petit peu. C'est assez bizarre et assez subtil, mais c'est aussi la façon dont je me comporte, la façon dont je me tiens, la façon dont je marche et la façon un peu dont je veux m'habiller aussi ou me maquiller. Hem, c'est assez difficile à expliquer parce que parfois, je suis maquillée avec, mon eyeliner habituel, et même certains de mes vêtements habituels, mais pour autant, je vais me sentir plus masculine, plus androgyne ce jour-là et je serai là: «Bon, bah, aujourd'hui, c'est un jour comme ça». Et ça se verra pas forcément de l'extérieur par rapport à des gens qui sont pas trop informés par rapport à ça. Mais si tu me connais un petit peu, je pense que ça se voit. C'est plutôt dans l'attitude, en fait. Plutôt dans l'attitude, dans la façon dont je vais me comporter, comme la façon dont je me tiens, comme j'ai dit. Donc c'est plutôt un comportement social et aussi une expression de genre qui va changer. Parce qu'il y a certains jours où j'ai juste pas envie du tout de me porter de maquillage et tout ça, et de m'habiller, très, moulant, féminin comme je le fais par moment. Hem, Encore une fois, c'est ma définition. Ça veut dire que, en fait, les vêtements, la coupe de cheveux, le maquillage n'ont pas de genre. Ça a pas de sens. On peut très bien être un homme et porter du maquillage, des jupes, des talons, ça n'a rien à voir. C'est la façon dont moi je parle par rapport à moi et comment j'exprime, cette, identité de genre. Donc c'est la mienne de définition. Ça veut pas dire que j'associe le fait de pas porter de maquillage au fait d'être plus masculine ou le fait d'être, justement maquillée ou avec des talons à être plus féminine. Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'ai un exemple en tête. Je sais pas si je peux donner son nom, TikTok, mais il y a justement une lesbienne, hem, que je connais via TikTok et qui porte des vêtements très, très féminins et qui pourtant, alors j'ai dit une lesbienne parce que le mot lesbienne, il est féminin, cependant, c'est une personne qui utilise les pronoms il, et qui est non binaire et qui pourtant utilise du maquillage, vraiment, vraiment beaucoup de maquillage, très joli d'ailleurs et des vêtements hyper féminins et pourtant utilise, le pronom il. Donc voilà, c'est bien pour dire qu'en fait, ça ne veut rien dire et chaque personne a une expérience différente de son genre et de sa non-binarité et de la façon de l'exprimer. Ce que je raconte ne me concerne que moi.
Ouais, ça pour le coup, ouais, je comprends bien l'histoire le fait que ce soit très, très personnel et que ce soit très, même difficile des fois à expliquer, j'imagine avec des mots parce que c'est des ressentis, des sensations et cetera, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a une question, moi, que je me pose pour éclaircissement, alors je me dis que potentiellement si je me la pose, d'autres pourraient se la poser aussi. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu te ressentais pas en tout cas, gender fluid. Ce qui voulait dire qu'il y a pas genre des jours où tu te sens homme, des jours où tu te sens femme et cetera et c'est très, très délimité et tout à l'heure, tu viens de prendre un exemple en disant: «Bah, c'est vrai que le matin, des fois, je me réveille et je me dis: "Bah, tiens, aujourd'hui, c'est quoi la vibe? Est-ce qu'on est plus dans une vibe, pardon, boy, plutôt féminine et cetera?» Et du coup, j'imagine que pour peut-être pour simplifier, est-ce que j'ai bon si je dis que tu parles entre guillemets de pourcentage? Aujourd'hui, mon pourcentage de boy et mon pourcentage de femme sur 100, à combien je suis dans l'un et dans l'autre? Et ce serait un peu l'expression de la non-binarité à l'encontre entre gros guillemets, enfin au contraire entre gros guillemets du gender fluid, qui serait plutôt, aujourd'hui je me sens, 100 boy, 100 femme ou 100 à-genre, 100 quelque chose? Est-ce que c'est juste en termes de définition à ton sens? OK, tu fais bien de préciser, je vais essayer d'être un peu plus précise là-dessus. Hem, D'après en fait, quand on veut définir notre non-binarité, en tout cas c'est ce que j'ai fait, on a tendance à vouloir aller, chercher un peu plusieurs termes et surtout des expériences. Ce qui aide beaucoup, c'est notamment les réseaux sociaux, Instagram ou TikTok avec des gens qui postent des vidéos pour parler de leur identité et ça permet de voir, qu'est-ce qui nous parle et qu'est-ce qui nous parle le moins. Dans l'expérience de personnes gender fluid, c'est plutôt des gens vraiment qui enfin, de ce que, j'en ai perçu, c'est vraiment des gens, dont le genre va varier selon les jours, selon les moments. C'est pas tout à fait l'expérience que j'ai parce que, si tu veux, le genre femme, pour moi, il est toujours là. Parler de pourcentage, c'est vraiment pas une mauvaise façon de le voir. C'est vrai que je j'ai pas pensé à l'expliquer comme ça, mais ça peut être comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arrière-plan, il y a toujours le genre femme, il est toujours là. La différence, c'est que le boy est là des fois, certains jours complètement en simultané, c'est-à-dire que du coup, c'est un peu, ben, tu as 2 parts, 100 100 on va dire. Et sinon, des fois d'autres jours où, bon, tu as toujours le genre femme qui est là, mais après tu en même temps, tu as 20 de boy, tu as 50 de boy, ça dépend. Hem, donc ouais, les pourcentages, c'est pas mal pour l'expliquer. Et c'est pour ça que je me sens pas gender fluide, c'est parce que pour moi, le genre femme, il est toujours là, il y a jamais de jour où il y a jamais de genre femme chez moi. En tout cas, c'est pas encore arrivé. Je sais pas ce que le futur me réserve. Je refais cette phrase-là. Je ne sais pas ce que le futur me réserve, mais heu, ouais, c'est plutôt en simultané un autre genre ou en alternance, dans la journée. Hem, voilà. Mais effectivement, il y a quand même une sorte de fluidité. C'est pour ça que Genderqueer me va bien. Hem Et le matin, quand je me réveille, par contre, j'ai jamais de sensation à genre, ni de sensation homme vraiment, parce que comme j'ai dit, le boy pour moi c'est pas vraiment enfin c'est un genre dans le spectre masculin, mais c'est pas le genre homme binaire. Et je me sens jamais à genre parce que j'ai jamais pas de genre. J'en ai toujours un ou 2 mais j'en ai jamais d'absence de genre. Mais ça peut arriver pour certaines personnes, qui auraient la même définition que moi, donc genderqueer, mais aussi des gens de gender fluid ou des gens simplement qui ont pas de genre du tout, qui en ressentent pas. Hem, En tout cas, moi, c'est pas cette expérience-là que j'ai. OK. Pour revenir du coup un petit peu sur le fait que ce soit quelque chose de très personnel et cetera, du coup, c'est personnel effectivement dans la manière de le ressentir, mais c'est aussi du coup ressenti par plein de personnes, ce qui nous amène du coup à la communauté queer. Hem, Comment est-ce qu'elle intervient dans ton quotidien? Quel est ton avis dessus? Comment est-ce que tu interagis avec? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton point de vue? La communauté queer, de manière générale, pour moi, elle est hyper nécessaire parce qu'on a besoin d'espace pour s'exprimer. On a besoin, malheureusement dans un monde qui est encore très homophobe, transphobe, hem, de pouvoir s'exprimer dans nos espaces et entre nous, sur nos propres, questionnements, sur nos propres difficultés, sur les oppressions qu'on subit. C'est hyper important qu'on puisse se retrouver et se sentir à l'aise et vraiment être nous-mêmes sans être jugés par le regard cis hétéro qui est parfois extrêmement dur, voire violent. Hem, donc effectivement, on en a besoin et c'est hyper libérateur quand on trouve sa famille queer, quand on trouve ses amis queer, quand on trouve,
les endroits où on se sent bien et on peut vraiment explorer tout ça. Parce qu'il y a quelque chose de magique à trouver, sa place dans une société où on se sentait pas bien, parce que c'est une société, comme je dis, transphobe, homophobe, extrêmement binaire. Ça peut être difficile de se sentir bien parce qu'on a l'impression d'être complètement en dehors des normes, parce qu'on a l'impression d'être, jugé et juste de pas pouvoir, participer à plein de discussions, parce qu'on se sent pas concerné, en fait. Donc pouvoir trouver des gens avec qui on peut raconter toutes nos histoires, heu et dévoiler toutes nos couleurs, toutes les couches, hem, merveilleuses qu'on a, sur nos identités, l'expression de genre, nos sexualités, tous nos vécus, c'est génial. Maintenant, le souci, c'est que comme toute communauté, on n'est pas exempt de biais et il y a quand même une pyramide, de privilèges, notamment quand on est, cisgenre et blanc, même si on est gay, même si on est bi, hem, même si on est queer finalement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de privilèges et qu'on n'a pas de préjugés. Ça ne veut pas dire que la communauté queer, elle est exempte, de biais racistes, de biais transphobes, même de biais, ambiphobe, donc c'est-à-dire, oppressif envers les personnes non binaires. Hem, Notamment, on peut le voir, avec l'un des derniers événements, à la Marche des Fiertés 2021 à Paris, où il y a eu une attaque, de personnes transphobes, en fait, qui sont attaquées justement avec des panneaux essentiellement aux femmes trans, heu et l'inter-LGBT a mis du temps à réagir et en fait n'a pas protégé les personnes trans qui au contraire se sont fait attaquer et arrêter par la police. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais on a besoin de se déconstruire parce que souvent le souci de la communauté queer, j'ai l'impression, c'est que comme on est queer, on se dit: «Bon, bah, voilà, on subit des oppressions, on sait ce que c'est, donc on peut pas être raciste, on peut pas être transphobe, on peut pas être oppressif». Bah si, en fait, les questions de lutte de classe, les questions de lutte raciste, elles sont toujours, très, très, intégrées même dans la communauté LGBT. Ça ne veut pas dire que parce qu'on subit une oppression, qu'on est meilleur que les autres et qu'on est exempt de s'éduquer et de se déconstruire. Hem, dans mon quotidien, ça se traduit en fait par des discussions avec d'autres personnes queer et par, mon groupe d'amis. D'ailleurs, j'ai quasiment plus d'amis en fait qui sont cis et hétéros parce que non pas parce que je ne les aime pas, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, je m'éloignais d'eux en fait. Leurs problématiques ne me touchaient pas tant que ça, mais surtout les miennes ne les touchaient pas parce que ne se sentant pas concernés, ils étaient là: «Oui, oui, on te soutient, on est derrière toi», mais en fait, ils faisaient rien pour ça. Hem Ça suffit pas juste de dire: «Ah bah oui, mais j'ai un ami, gay, j'ai une amie lesbienne, un ami trans, c'est cool». Non, ça suffit pas. Il faut aussi faire partie de la déconstruction du système tel qu'il est et c'est pour ça que du coup les amis cis hétéros, j'en ai de moins en moins parce que certains sont très bien, mais d'autres se sont trouvés assez décevants, on va dire et ça se traduit aussi dans mon militantisme, notamment de réseau parce que je vais aux manifs et tout ça, mais je suis aussi beaucoup plus active sur les réseaux sociaux et donc du coup je partage les sources que j'ai, je m'exprime quand j'en ai envie, hem et Et voilà et puis tout simplement être queer, c'est dans ma vie, quoi. Alors, souvent on dit: «Oui, il faut pas se définir uniquement par son identité queer parce que c'est pas seulement ce que je suis». C'est parce qu'on n'a pas envie que les personnes cis ou hétéros nous essentialisent à ça et nous réduisent à ça. Seulement, c'est quand même une très, très grande part de notre vie parce qu'en fait, c'est la lentille à travers laquelle on voit le monde. Hem, on expérimente le monde à travers notre identité queer. On est queer dans un monde cis hétéro. Donc on peut pas dire que ça n'a aucune influence sur qui on est et c'est aussi une grande part de ma personnalité dont je suis très fière. Donc en fait, être queer, c'est plutôt cool. C'est une belle morale. Tu parlais du coup du fait qu'il y a des fois où, voilà, tu prends la parole sur les réseaux sociaux quand tu en as envie et cetera, de ton militantisme et cetera. À propos de ça, de cet esprit militant, voilà, est-ce que tu penses que certains combats de la communauté sont exprimés de manière un peu «trop extrême» entre guillemets, ou en tout cas de manière extrême, sans utiliser le mot «trop», mais, est-ce que tu crains parfois que ce soit, cette manière d'exprimer ces combats et ce militantisme qui entraîne des dérives et que du coup ça desserve la cause? S'il y a des extrêmes dans la communauté queer, bah oui, Ouais. je l'ai un peu mentionné juste avant. En fait, pour moi, les extrêmes, c'est pas forcément ce qu'on croit. Heu, je vais expliquer. Vas-y. Le problème pour moi, ce sont pas les extrêmes, qu'on nous balance à la télé pour faire peur, vis-à-vis de la communauté queer. Les extrêmes, pour moi, c'est les personnes qui, justement, ne déconstruisent pas leurs privilèges au sein de la communauté queer ou reproduisent des violences, hétéronormées dans leur couple, par exemple. Je peux parler des lesbiennes parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que je vois autour de moi.
Mais on voit des fois des couples de lesbiennes qui reproduisent des normes hétéronormées, qui vont reproduire des codes de genre. C'est très dommage, et ça n'a pas forcément de sens. L'extrême pour moi aussi, ce sont les personnes, notamment la génération plus âgée de personnes, queer, gays, mais pas uniquement, qui justement ont un refus des identités non binaires, en fait, et qui se disent que: «Oui, mais non, mais ça n'existe pas, c'est un truc de jeunes, vous l'avez inventé», tout ça. On l'a pas inventé, on a juste trouvé les mots pour, parler d'un ressenti, et en fait, ce que je trouve assez fou, c'est à quel point il y a cette résistance chez certaines personnes qui sont queer, qu'elles soient cis ou trans d'ailleurs, hem, alors qu'en fait, si elles prenaient la peine de se pencher un tout petit peu sur la définition, il y en a sûrement beaucoup qui se rendraient compte que: «Ah ben, en fait, ça me parle. En fait, je suis concerné», qu'ils soient plus ou moins âgés ou pas d'ailleurs. Heu et puis pour moi, les extrêmes, c'est toujours aussi des personnes qui sont, heu, c'est notamment les hommes gays blancs, en fait, qui sont en surreprésentation dans la représentation publique, de la communauté LGBT. C'est un peu les poster children, hein, en fait. C'est les gens qu'on met vraiment en avant tout le temps. Tu sais, ces mecs, cis, blancs, gays, assez musclés, tout ça, qui sont un petit peu la norme même de standard de beauté dans la communauté gay, bref. C'est ces gens-là qu'on voit le plus et qu'on représente le plus, même dans les films et tout ça, même si ça commence à aller mieux. Dans les films, les séries, c'est quand même ceux qu'on voit le plus. Hem et ces gens-là qui sont en majorité, mais qui en plus ont parfois des privilèges, notamment dans la communauté à Paris, qui sont de privilèges de classe et d'argent, sont des gens-là qui vont se dire: «Bon, bah, voilà, je suis gay, c'est bon, j'ai fait mon quota, d'oppression, donc ça va, je suis forcément une meilleure personne que n'importe qui». Alors qu'il y a des personnes, cis, gays, blanches, en fait, qui sont notamment extrêmement sexistes, extrêmement racistes et toujours très classistes, en fait. Hem, donc pour moi, les extrêmes, ils sont là. Il y a pas d'extrême, dans l'expression de genre, dans l'expression de la sexualité qu'on a. Elles sont toutes bienvenues, c'est un ressenti, c'est personnel. Personne n'impose rien à personne, on cherche juste à avoir le plus de liberté possible et le plus d'espace pour s'exprimer tel qu'on l'est. Hem, donc pour moi, comme je dis, les extrêmes sont pas forcément là où on pense où ils sont. Mmh, je vois. Quand on a des dérives un petit peu comme ça qui sont de l'intolérance plus et cetera, on a souvent, l'observation que la personne en fait ne comprend pas, le propos, ne comprend pas ce qu'on dit. Du coup, est-ce que tu comprends la difficulté des personnes qui sont pas dans cette situation à comprendre justement et à intégrer cette réalité sociale, la démocratisation, de près de 70 genres, là où seuls, 2 sont vraiment connus de l'ensemble de la société, donc les genres binaires. Est-ce que tu comprends de ton côté cette difficulté d'appréhender, notamment la non-binarité? La difficulté à comprendre la non-binarité, ouais, je la comprends. Je la comprends parce que, on est conditionné depuis qu'on est né, en fait, à un monde extrêmement genré. Les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Tu es forcément né homme ou né femme et ça ne changera pas. Tu peux pas être quelque chose d'autre. Tu peux pas, aimer certaines choses si tu es de tel genre parce que ça n'a pas de sens, ce n'est pas naturel. Quand on a une société aussi binaire et aussi genrée, je comprends que du coup, la première fois qu'on est confronté à l'idée, on se dit: «Mais hein, comment ça se de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est?» Cependant, ça n'excuse pas. Si je comprends d'où ça vient, c'est cool, mais après il faut passer à l'étape supérieure qui est le: «Ah OK, je comprends pas ce que c'est, je vais m'éduquer, je vais essayer de comprendre ce que c'est». Je vais poser des questions, je vais regarder des sources, intéressantes sur la question et je vais essayer de voir ce que ça veut dire. Parce que si quelqu'un me parle de son identité de genre et de son vécu, je vois pas pourquoi, j'aurais à nier, ce que cette personne ressent. Heu, c'est quelque chose qui la non-binarité, en fait, c'est quelque chose qui a été effacé culturellement et qui a en réalité toujours existé. On a un effacement culturel lié au colonialisme, par exemple, qui a effacé des identités, notamment, je sais pas vraiment, parce que je ne suis pas concernée, je sais pas vraiment si on peut parler des natifs américains comme des personnes qui ont, des identités de genre non binaires, mais on a l'identité two spirit, donc 2 esprits, qui est justement n'est ni homme ni femme vraiment et qui est plutôt une dualité homme-femme, si je comprends bien d'après ce que j'ai lu. Encore une fois, je veux pas, leur dire de bêtises, mais et c'est juste un exemple. C'est juste pour dire qu'il y a énormément de cultures, en fait, qui ont, une définition non binaire des genres hommes et femmes,
et autres genres d'ailleurs, et qui ont une acceptation des autres genres, justement. C'est des choses qu'on a complètement voulu effacer avec le colonialisme blanc. Euh, et de toute façon, la binarité n'a pas de genre, n'a pas de, de toute façon, la non-binarité n'a pas de sens parce que elle n'est pas naturelle. Tout est fabriqué, en fait. On a complètement fabriqué les codes parce que on voit bien que la binarité, elle est pas la même selon les pays. Parce que être un homme, par exemple, nord-africain, c'est pas comme être un homme blanc européen. Les codes sont pas les mêmes, les règles sont pas les mêmes. Même si c'est quelque chose qu'on a voulu imposer avec la colonisation, notamment nord-africaine, avec la colonisation française, on a voulu effacer ça et en faire des vrais bonhommes parce qu'on les considérait notamment trop efféminés. Euh, c'est voilà, c'est pour dire que être un homme dans tel pays, ça veut pas dire être un homme en France, ça veut pas dire être un homme blanc européen, c'est pas la même chose. Euh, et on voit de toute façon dans l'histoire les changements de code. On voit bien qu'il y a des hommes qui portaient des perruques, du maquillage et des talons il y a quelques siècles, et maintenant on se dit non mais c'est pas normal d'aimer ça quand on est un homme. Tout est complètement fabriqué. Euh, et le problème en fait quand on se rend compte de ça, euh, et la résistance qu'on oppose à ça, c'est qu'on a simplement peur de remettre en question son système de croyance et ses privilèges en fait. C'est comme pour beaucoup de choses. Mais il faut passer au-dessus de ça. Il faut comprendre que le monde dans lequel on vit, même si ça fait peur de se dire: «Ouh là là, en fait, on m'a menti depuis le début», bah oui, malheureusement. Tout système qui génère des règles qui vont maintenir les systèmes d'oppression et des systèmes de valeurs attribués aux personnes, c'est nocif. Mais on vit dedans depuis qu'on est enfant. Et donc se dire que, ah, ce que je pense n'est pas forcément vrai, ça peut être douloureux. Mais il faut qu'on le fasse tous, ce travail. Mmh. Ouais. Ça me fait penser, je fais des liens, pas forcément évidents, mais avec un ancien épisode de Vivons la nuit qu'on a fait avec, Elio, qui a changé de genre du coup, et qui donnait son opinion sur les dérives d'influence des réseaux sociaux vis-à-vis des plus jeunes notamment. Est-ce que tu peux me donner ton avis, toi, sur les réseaux et sur l'influence qu'ils peuvent avoir sur, la quête d'identité des plus jeunes, la prise de parole de tout le monde, le fait que, voilà, tout le monde puisse avoir un avis plus ou moins, virulent, plus ou moins violent et cetera? Est-ce que tu as un avis sur ces prises de parole-là qu'on donne à tout le monde et qui ont un impact réel sur d'autres? Pour moi, les réseaux sociaux, en fait, vraiment, ils sont hyper, hyper intéressants parce que maintenant, on a accès à des ressources très diverses et hyper riches, des personnes hyper talentueuses qui partagent des vidéos et des posts extrêmement bien écrits, bien détaillés et très pédagogiques sur des questions, notamment d'identité de genre, mais pas uniquement. Toutes les questions queer, toutes les questions de race, de classe, sur les oppressions, sur les systèmes politiques. C'est vraiment génial. On a accès à des choses maintenant auxquelles on n'avait pas accès quand on était plus jeune. Nous, on est des millénials. Moi, j'ai 27 ans, par exemple. Donc, il y a des choses auxquelles j'ai eu accès maintenant dans ma vingtaine, auxquelles j'aurais aimé avoir eu accès quand j'étais ado. On était là au début d'internet, donc on a commencé à avoir les forums, on a commencé à avoir des sources qui ont commencé à être relayées sur les réseaux sociaux, donc on a eu un petit peu accès à ça. Mais on a vraiment accès maintenant à toutes les questions de non-binarité, d'exploration de genre qui sont super, que maintenant. Et quand on voit les ados, la génération, la Gen Z, qui sont vraiment très nombreux à s'identifier comme queer et non-binaires parce qu'ils ont l'espace d'explorer ça, de se poser des questions, de discuter entre eux, de se dire: «Ah oui, comment tu ressens? Bah moi je le ressens comme ça. Ah moi j'ai vu telle vidéo», tout ça. Avec énormément de modèles du coup qui sont pas uniquement des modèles de célébrités ou de politiques, c'est-à-dire des personnes juste lambda qui partagent leur expérience sur internet et qu'on peut lire, entendre, voir partout. C'est vraiment, vraiment super. Moi je trouve que les réseaux sociaux pour ça, c'est génial. Maintenant le souci des réseaux sociaux, c'est aussi un petit peu le problème de justement l'accès tellement varié aux sources. C'est que si on sait pas trop bien trier les sources, on peut vite tomber, bah, sur des choses qui peuvent être violentes. On peut tomber sur la manipulation d'informations. Hem, je pense que les jeunes maintenant, les ados notamment, ils ont vraiment une navigation internet et des réseaux sociaux qui est très intelligente et qui est, ils maîtrisent vraiment bien les outils parce qu'ils ont grandi avec ça, beaucoup encore plus que nous. Ils les connaissent depuis qu'ils sont vraiment tout petits. Donc c'est ils ont une maîtrise que nous, on n'a peut-être pas alors qu'on n'est pas non plus très âgés quand même. Mais je pense qu'il faut quand même, avoir un certain guide, parce que quand on est jeune, de toute façon, de manière générale, même si on maîtrise un outil, on sait pas forcément discerner le vrai du faux ou les bonnes sources des mauvaises sources. Et on peut vite tomber sur des choses un peu compliquées parce que je vois par exemple sur TikTok, il a un algorithme qui est hyper, plutôt bien ficelé,
qui te montrent sur la page pour toi des vidéos qui sont susceptibles de t'intéresser par rapport aux vidéos que tu as déjà likées avant, que tu as déjà partagées avant. Et en fait, si tu constitues une page pour toi qui est plutôt saine, avec les bonnes informations et avec des personnes super positives qui t'encouragent à t'explorer toi-même et à être bienveillant avec les autres, c'est super. Mais si par exemple tu restes coincé dans un monde un peu cis-hétéro avec des grosses normes hétéronormées qui sont très oppressives et très sexistes, et que tu n'en sors pas en fait, parce que tu n'as pas liké d'autres vidéos, parce que tu penses même pas que ça pourrait exister ou que ça pourrait te concerner, bah, tu vas rester coincé dans cet algorithme-là. Et Dieu sait qu'il y a plein de conseils toxiques sur les relations ou sur l'exploration personnelle qui arrivent sur les réseaux sociaux. Enfin, on le voit partout, des personnes qui disent oui, les 6 signes que ton mec te trompe ou je sais pas quoi, enfin qui vont renforcer des clichés sexistes par exemple. Mais attention, je dis même pas que c'est uniquement pour les personnes cis hétéros, parce qu'il y a aussi, moi je vois moi-même des vidéos de personnes queer, des personnes lesbiennes, tout ça, qui vont des fois renforcer certains clichés sexistes ou oppressifs et qui sont pas forcément des bonnes personnes non plus. Euh, donc, je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment un super moyen d'explorer son identité, notamment parce qu'on peut aussi se cacher quand on est jeune de ses parents, qu'on peut poster des vidéos qu'on montrera pas à ses parents, que seulement nos amis verront. Euh, donc, dans le confort de sa chambre et de son petit téléphone, on peut apprendre à se connaître encore mieux. Et on peut échanger avec des gens du monde entier qui ont des expériences similaires. Euh, Moi, les réseaux sociaux, ils m'ont permis d'apprendre de beaucoup de personnes et de rencontrer mes meilleurs amis, en fait. Donc, clairement, sur les réseaux sociaux, en fait, j'aurais peut-être pas pu explorer toute cette queerness et tout. Mais il faut savoir où on va. Il faut faire attention à ce qu'on suit, aux personnes qu'on écoute. Il faut croiser les sources, il faut faire son propre avis. Et surtout, il faut essayer de se protéger au maximum du cyberharcèlement parce que j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper violent qui peut mener des gens à être très très mal dans leur peau parce que dès l'instant où tu t'exposes de façon vulnérable et que des personnes arrivent pour te clasher complètement et te menacer de suicide ou de viol, c'est juste absolument horrible. Et il y a aussi des militants qui sont plus ou moins jeunes, qui se font cyberharceler, qui se font menacer de choses très très violentes. Donc les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, il y a 2 faces. Il y a une face extrêmement intéressante et qu'il faudrait exploiter à tout prix parce que c'est vraiment une mine d'or. Mais il faut aussi savoir faire attention à où on navigue. C'est pas forcément évident de savoir où on va. Et c'est vachement bien que tu ouvres là-dessus parce que le cyberharcèlement, pardon, c'est vraiment un thème que j'ai envie de traiter sur Vivons la nuit et je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit hyper important de mettre ça en lumière et d'essayer à sa petite mesure de soutenir les gens qui vivent ça malheureusement et de faire en sorte que ça arrive le moins possible en éduquant un petit peu les gens sur le fait que c'est pas très très bien. C'est un euphémisme. Merci beaucoup Aurélie, c'était super. On pourrait parler 1 milliard d'années, je pense, de tout ça, tellement il y a des choses à dire et tellement il y a des points sortent dans des sous-points, dans des sous-points, dans des sous-points. C'était super. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, le mot de la fin, entre guillemets? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Oui, pareil, je pourrais parler super longtemps. Hem, oui, ce que je voulais dire pour finir, avec le podcast et tout ce que j'ai raconté depuis le début, en fait, si je devais retenir une chose de ce qui s'est passé cette année, en plus de tous les sujets qu'on a abordés, c'est qu'il faut des fois savoir s'asseoir avec l'inconnu, le mettre à sa table et lui parler. C'est vrai que c'est une métaphore un peu étrange de dire comme ça, mais j'ai vraiment plongé dans l'inconnu avec la pandémie et tout ce qui m'est arrivé. Et ce qui aurait pu être très effrayant a en fait été hyper révélateur et je suis devenue bien plus moi et je suis bien plus contente avec moi-même que je l'étais il y a 1 an et demi. Et c'est vraiment, j'encourage tout le monde en fait à trouver des meilleures connexions dans leur vie, que ce soit des gens de leur communauté queer s'ils sont queer par exemple, mais pas uniquement. Juste des personnes qui vous font du bien, qui vous écoutent et avec qui vous pouvez échanger de façon tout à fait authentique parce que il y a rien de plus libérateur que ça. Et aussi, si je peux glisser un petit mot sur la non-binarité, je sais que c'est assez confusant pour beaucoup de personnes encore, mais renseignez-vous, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de poser des questions aux gens quand ils parlent de leur genre et de leurs pronoms, mais soyez respectueux, même si vous comprenez pas ce qui se passe, respectez leur identité, s'ils ont un prénom, des pronoms, une identité, même si pour vous ça vous semble pas logique, écoutez ça et respectez-les s'il vous plaît, ça change la vie, ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Euh, et
Et puis voilà, rejoignez les réseaux sociaux, ce serait bien, si vous n'y êtes pas encore parce que je sais que certaines personnes sont un peu réticentes, mais il y a tellement de ressources super cool, sur, le militantisme et toutes les causes qui vous intéressent sur certains réseaux sociaux. N'hésitez pas à y aller, à lire les ressources, de plein de comptes Instagram et tout ça parce que ça vous fait grandir. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé et dans les moments de pandémie ou d'isolement, comme on l'a connu cette année, ça fait du bien de ne pas se sentir seul et de pouvoir, explorer soi-même avec des gens qui nous comprennent, heu, des nouvelles choses par rapport à soi et continuer d'apprendre des expériences des autres avec humilité. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me Et je crois que cette conclusion est l'une de mes préférées. Continuer d'apprendre des autres avec humilité. Ce podcast est terminé, je voudrais simplement souligner le fait qu'Aurélie a mis énormément de cœur à clarifier sa pensée et être la plus pédagogue possible, et je la remercie encore une fois. Ce sont des sujets hyper personnels, comme elle l'a dit plusieurs fois dans notre échange, alors je te demanderai la plus grande tolérance et la plus grande ouverture d'esprit si tu veux interagir avec nous dans les commentaires ou sur Insta. J'ai pas l'habitude de vraiment faire ce genre de disclaimer, mais je sens besoin de le faire ici parce que même si on n'est pas d'accord sur la totalité du discours, peu importe, à la limite ça c'est pas un problème. Par contre, son discours mérite du respect, de l'écoute et de la tolérance. C'est pas facile de s'exposer, c'est pas facile non plus d'assumer notre militantisme, alors prudence avec ceux qui osent tenter de faire avancer les choses qui leur tiennent à cœur. Je te souhaite de trouver tes vérités comme elle a trouvé les siennes et de continuer à te chercher autant que tu en as besoin pour être heureux ou heureuse. Bonne nuit.